La situation de l'élection du président La Macron est situation assez agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. L'agriculture du futur sera-t-elle hybride? C'est la question que nous allons poser à nos invités. J'accueille tout d'abord Gabrielle Alperne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'une BD, je dis bien BD puisque effectivement c'est une BD. Vous êtes philosophe, chercheur associé à l'École normale supérieure. Et effectivement, c'est publié aux éditions Humaine Science, La fable du centaure, un voyage initiatique. À ma gauche, et il faut prendre le micro, Wolfgang Bertscher, bonjour. Vous êtes directeur général de la direction de l'agriculture et du développement rural à la Commission européenne. J'ai rien oublié. C'est tout à fait juste. Et je vous remercie d'être parmi nous. Vous venez tout droit de Bruxelles, justement, pour parler avec nous de la théorie de l'hybridation dans l'agriculture. Et Jérémy Weinstein, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur d'une entreprise que je connais depuis quelques années qui s'appelle The Green Data, et puis aussi l'auteur de cet ouvrage, Nourrir le monde sans pétrole en régénérant la nature et le climat, telle est l'équation alimentaire de notre temps. En gros, que peut apporter les maths à l'agriculture? Exactement, c'est l'hybridation des maths et de l'agriculture. Et c'est édité, il ne faut pas que j'oublie, aux éditions La France Agricole. Alors, tout d'abord, il faut que vous m'expliquiez votre approche de l'hybridation, Gabrielle. Oui, alors effectivement, le terme hybridation peut paraître un peu étrange, donc je pense que c'est important qu'on puisse bien le définir. L'hybridation, c'est le mariage improbable. C'est le fait de mettre ensemble des choses, des métiers, des secteurs, des activités, des usages qui a priori n'ont pas grand-chose à voir ensemble, mais qui justement mis ensemble vont permettre de créer des tiers lieux, des tiers services, des tiers usages, voire des tierces économies, etc., etc. Donc c'est vraiment cette idée de mariage improbable. Après, au-delà de ça, l'hybridation, c'est tout ce qui n'entre pas dans les cases. Et on voit bien qu'aujourd'hui et demain, l'hybridation est la grande tendance du monde qui vient. On le voit dans plein de domaines différents, que ce soit les objets qui s'hybrident, les lieux qui s'hybrident, les métiers s'hybrident progressivement. Et donc c'est intéressant effectivement petit à petit de se poser la question dans le domaine de l'agriculture. Un objet qui s'hybride, c'est le téléphone. Le téléphone portable, c'est l'exemple type. Avant un téléphone, c'était seulement un téléphone. Et aujourd'hui, c'est également une radio, une télévision, un scanner. Enfin bref, il y a une hybridation d'usage et de fonctionnalités qui faut complètement exploser la case téléphone et qui nous oblige d'ailleurs à totalement le redéfinir. Hybridation signifie richesse, enrichissement? Alors, oui, sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'étymologiquement, ça vient du latin hybrida qui signifie bâtard ou de sang mélangé. Donc il y a une connotation, un imaginaire qui est quand même plutôt négatif. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris la figure du centaure, figure hybride par excellence. Sauf que les Grecs, dans le mythe du centaure, ont toujours représenté le centaure comme un être monstrueux, maléfique, qui nous veut du mal. Donc c'est intéressant parce que effectivement, l'hybridation, ça peut déstabiliser. Voilà. C'est l'imprévisibilité. C'est un peu suspect parce que ça sort des cases. On ne sait pas vraiment quelle étiquette coller dessus. Donc forcément, effectivement, du point de vue de l'imaginaire, l'hybridation peut déstabiliser. Alors qu'à mon sens, c'est une véritable chance, une force, et c'est pour ça que j'en fais l'éloge. Si on voit un peu l'évolution des discours politiques, on pourrait avoir l'imaginaire d'un repli sur soi, plutôt porteur d'avenir. Or, vous dites non, au contraire, on se mélange, on va plus vers l'avenir. Vrai ou faux? Oui, parce que je pense que notre société, en particulier la société française, souffre de beaucoup de cases, de silos, de fractures. Et je pense qu'au contraire, l'hybridation peut être une réponse à ces silos qui fracturent notre société. Et est-ce que vous voyez une projection en agriculture? Alors oui, tout à fait. C'est intéressant d'explorer un peu les signaux faibles d'hybridation dans l'agriculture. Je l'ai fait en publiant donc une étude pour la Fondation Jean Jaurès, effectivement, sur l'hybridation dans l'agriculture. Et c'est intéressant de voir que cette hybridation prend plein de formes. C'est l'hybridation des modèles économiques, l'hybridation des activités dans le domaine agricole, le fait que les fermes puissent avoir des panneaux solaires, puissent produire et vendre de l'énergie, qu'il puisse y avoir que la ferme puisse également peut-être prendre un rôle sociétal et accueillir des activités culturelles, des activités pédagogiques, du coworking. On voit également qu'il y a une hybridation organisationnelle, avec par exemple du co-farming. Enfin voilà, il y a plein de formes d'hybridation différentes qui commencent à apparaître de ci, de là. Et c'est intéressant parce qu'à mon sens, elles sont porteuses d'espoir.
Avec Jérémy, on a un hybride. Il ne vient pas du tout du secteur agricole. Il est arrivé dans le secteur agricole via les maths, via les data. Expliquez-moi, Jérémy. Donc je suis ce qu'on appelle un IMA, non issu du monde agricole. Exactement. Donc un pur hybride, c'est-à-dire un Parisien qui vient du macadam et qui arrive dans le secteur agricole un peu par hasard et qui n'en sort pas. Et effectivement, là où je me retrouve beaucoup dans votre discours, c'est que je pense que l'agriculture aujourd'hui, qui cultivait quand même un certain entre-soi et une certaine démarche de silo, aujourd'hui a besoin de croisement d'expertise et a besoin en particulier de gens qui viennent d'ailleurs. Et je me rends compte, moi je suis venu en agriculture en 2015. À l'époque, on m'a vraiment regardé comme un extraterrestre, que ce soit les agriculteurs ou que ce soit d'ailleurs chez moi, enfin mes amis, ma famille. Mais qu'est-ce que tu vas donc faire dans l'agriculture? Enfin, c'est quand même. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je venais du monde des télécoms, je venais du web marketing. Je suis arrivé dans l'agriculture, j'avais jamais vu une vache de près. Donc bon, voilà, il y a quand même une espèce de saut quantique qui était tout. Voilà, bon, j'étais en quête de sens, on va dire comme ça. Je pense que l'hybridation, ça vient aussi dans des situations où on a besoin de retourner la table. Et donc, c'était mon cas. Et finalement, je suis rentré dans ce secteur et effectivement, j'ai été hybridé, c'est-à-dire que la greffe a pris. Je ne peux pas dire que ça a été simple, mais en tout cas, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a une certaine forme de relation, en tout cas, entre ce que je fais, mon entreprise et le secteur agricole. Je ne serai jamais quelqu'un du métier, hein, je ne serai jamais quelqu'un du sérail. Je n'ai pas de parents ni de grands-parents qui ont des fermes, etc. Néanmoins, j'ai une certaine légitimité justement en tant qu'hybride et en tant que greffe. Voilà, je suis le colibri dans la bouche du crocodile. Et donc, il y a une coopération qui peut arriver à se créer en termes de croissement des expertises. Mais on va se parler franchement, ça n'a pas été facile. La greffe, avant qu'elle prenne, il faut quand même la travailler. Ah bah, le secteur fait tout ce qu'il peut pour vous rejeter, hein. Et on vous explique que vous feriez mieux d'être ailleurs. Et qu'est-ce qu'un Parisien peut venir nous apprendre, etc. Bon, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Je me suis fait insulter en assemblée générale à de nombreuses reprises. Néanmoins, le secteur agricole a quand même cette capacité au bout d'un moment, parce que c'est le monde du vivant et parce que c'est un monde qui est extrêmement dynamique et qui est capable de se réinventer et capable finalement d'adopter des idées et des expertises qui ne viennent pas de son secteur. Et aujourd'hui, quand vous allez sur la ferme digitale, il y a pas mal de NIMA. Il y a pas mal de gens qui ne viennent pas du tout du monde agricole, hein. J'ai été un des premiers à ouvrir la voie, mais aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup qui viennent, qui s'installent et qui apportent leur expertise pour fabriquer des choses nouvelles. Voilà. Allez-y, c'est un débat. Allez-y. Prenez la parole. Comment Merci. vous percevez justement l'hybridation vue de Bruxelles? Voilà. Vous parlez bien près dans le micro. Je crois la richesse de l'agriculture européenne, c'est sa diversité. Et un autre constant de l'agriculture est quand même le changement éternel aussi au niveau des techniques qu'on a utilisées. Si vous passez ici dans les différents corridors, vous voyez quand même encore beaucoup de conventionnels. Mais nous ne nous trompons pas. Les technologies sont en train d'avancer aussi beaucoup dans l'agriculture européenne. C'est-à-dire les skills, les besoins, les savoirs, enfin, les savoirs, compétences. les compétences techniques qu'un agriculteur a besoin aujourd'hui sont très différentes. Ça, en soi, met déjà une hybridation parce que les qualités qui sont requises sont différentes. Et pourquoi on a besoin de ce nouveau savoir-faire? C'est les défis auxquels on est confronté en termes de climat, en termes de biodiversité, en termes de l'environnement. Et ça nécessite que les agriculteurs ont des savoirs qui sont très différents du passé. Je vous donne un exemple. Un cousin à moi, il a une ferme laitière, 60 vaches. J'aurais jamais cru qu'il va avoir un robot pour traite. Un pour robot traite. de traite. Il a un robot maintenant. Alors je pose la question, est-ce que tu es content avec le robot? Il dit, je suis parfaitement content
Mais est-ce que je suis encore un agriculteur? On parle de hybridisation, c'est-à-dire le métier de l'agriculteur est en train de changer, vu d'une part les compétences techniques, technologiques qu'on a besoin, mais aussi la multitude des objectifs politiques qu'il doit remplir. Ce n'est pas seulement qu'il doit produire la nourriture, il doit le faire de façon qu'il assure de la biodiversité, qu'il fait les vaches en essayant de réduire le méthane. C'est-à-dire les acteurs, les compétences des acteurs aujourd'hui sont très différentes. Et ça mène aussi à une situation où de nouveaux acteurs entrent dans le domaine de l'agriculture. Alors, on avait besoin de compétences complémentaires. On a fait appel à notre retardataire qui est agroéconomiste. Il s'agit de Jean-Marie Serroni, qui publie aussi un livre, 2041, l'Odyssée paysanne pour la santé de l'homme et la planète, aux éditions France Agricole aussi. Jean-Marie Serroni, le monde agricole, il est trop replié sur lui-même pour accepter, comme le disait Gabriel par exemple, une idée d'hybridation. Est-ce qu'il accepte les savoirs qui viennent de l'extérieur par exemple? Alors d'abord, toutes mes excuses, mais j'étais pris sur un autre plateau. Sur l'hybridation, le monde je pense que les agriculteurs ne sont pas refermés. Il y en a qui sont fermés, bien sûr, comme tout le monde. Il y en a qui sont très ouverts. Après, tout dépend aussi de ce qu'on leur dit, de quelle manière la connaissance leur est accessible. Ils peuvent avoir, je vois mon ami Jérémy, les maths, ça peut faire peur. Je suis un matheux aussi au départ. Je me suis reconverti, mais ça peut faire peur. Mais donc l'hybridation, oui, et les compétences, accepter des nouveaux acteurs, c'est pas évident. Il y a aujourd'hui des systèmes de franchise qui sont en train de mettre pour certaines fermes. La grande distribution va investir. Il y a de plus en plus de connaissances. Il faut accepter effectivement que les données font peur. On a peur de se faire dessaisir. Non mais Jean-Marie, là on est trop consensuel. On va parler franchement. Le monde agricole, on a des exploitations qui sont très grandes. On a des agriculteurs qui se suicident avec 300 hectares. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire venir dans le capital des exploitations agricoles des jeunes, des Bac+5 formés en dehors de l'agriculture qui pourraient venir 10 ans, prendre 10% des parts d'une entreprise agricole, enrichir l'entreprise agricole et puis peut-être la quitter ensuite? Alors, il y a aujourd'hui, je crois, 30% des gens qui s'installent dont les parents n'étaient pas agriculteurs. C'est une richesse énorme et c'est un facteur de transformation sur le long terme des organisations agricoles impressionnant. Donc ça, c'est une chose. Après, que ces savoirs nouveaux sont importants et je crois que ce qui va être, c'est peut-être pas du tout consensuel ce que je veux dire, mais je pense que c'est inimaginable demain que quelqu'un s'installe directement comme agriculteur. Et pourtant, un chef d'entreprise, dans aucune entreprise, on ne devient directement le patron, à part quand on est tout seul, comme en profession libérale. Il y a un apprentissage dans la et le métier d'agriculteur est depuis, et vous l'avez bien, je suis arrivé au milieu de votre intervention, mais un agriculteur, les connaissances qu'il a, les compétences, pas les connaissances, parce que les connaissances et les compétences, c'est pas la même chose. Les compétences qu'il doit mobiliser sont de plus en plus larges. Il ne pourra pas toutes les avoir. Il va falloir qu'il travaille à plusieurs. Il va falloir les compétences de savoir-être sont de plus en plus importantes. Et ça, on ne les acquiert pas d'un coup. Et on ne les apprend pas à l'école. Regardons par exemple Hectare. Vous connaissez Hectare? Xavier Niel qui a investi, vous connaissez, je crois. Et Audrey Bourleau. Et Audrey Bourleau. Donc Xavier Niel est un des investisseurs d'Hectare et l'idée c'est de financer des formations pour des personnes qui viennent de l'extérieur, vous m'arrêtez si je fais erreur, qui ont envie à un moment donné d'être agriculteur. En 6 mois on devient salarié ou agriculteur. Le monde agricole a un regard très critique dessus. Alors, le monde agricole, je vais être méchant, au départ il avait un mot de rejet parce que derrière c'était la viande cellulaire. Et maintenant, il y a une certaine attractivité parce qu'ils ont Audrey a été assez maligne et ils ont fait intervenir un certain nombre de responsables. Donc le système a basculé. Ils ont hybridé. Le système a basculé. Voilà. Ils ont fait. intelligemment hybridé. Après, est-ce qu'il y aura un effet hétérosie? Ça, c'est autre chose. On a des jeunes agriculteurs qui veulent s'installer avec 1 hectare de terre. 1 hectare. Beaucoup d'agriculteurs disent non mais c'est n'importe quoi 1 hectare de terre. Ça dépend ce que tu fais. Si tu fais 1 hectare de safran, oui, on peut pas faire que du safran tous les ans. Mais si j'ai 1 hectare que je fais tourner avec que du safran, oui.
Gabriel, vous vouliez Non, parler. Effectivement, j'aimerais revenir sur cette idée d'hybridation des compétences. Parce que pour le coup, ce que je trouve extrêmement intéressant, effectivement, c'est que tous ces NIMA qui arrivent avaient une vie professionnelle avant, donc avaient développé un certain nombre de compétences dans leur précédent métier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit apparaître là progressivement la manière dont les compétences qu'ils avaient développées dans leur précédent métier viennent être transposées dans le nouveau métier. Voilà. Et il y a vraiment une véritable hybridation entre les compétences. Donc ça c'est intéressant parce que pour le coup, les différents métiers, maraîchers, éleveurs, sont complètement réinventés parce qu'effectivement, quand on était directeur du marketing dans une boîte avant, ou product owner dans une start-up, voilà, pour le coup, on apporte quelque chose d'autre. Donc ça, c'est intéressant. Moi, je pense que ce qui est intéressant et un des véritables défis à l'avenir, c'est plutôt que d'être dans une espèce de relation un peu où on se regarde un peu en chien de fusil entre les agriculteurs dits traditionnels et ces fameux NIMA, c'est comment est-ce qu'on va construire des collaborations entre eux. Parce que ces deux mondes ont plein de choses à s'apprendre. Et pour le coup, ces différentes compétences du monde d'avant, encore une fois, en termes de communication, de marketing, ou autre, même philosophie ou autre chose, pourraient être extrêmement utiles. De relation à la propriété, au patrimoine. Voilà. Il y a plein de choses. Voilà. Et ça, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte, en tout cas, créer des espaces de coworking, que sais-je, ou des espaces de formation croisée pour que ces deux mondes puissent justement s'enrichir mutuellement. Parce que là, pour le coup, il y a un véritable trésor en termes de métamorphose réciproque, si j'ose dire. Et regardez la nouvelle PAC, Wolfgang, c'est pour vous. Elle n'a pas du tout prévu une incitation à l'hybridation, c'est-à-dire au fait que dans les entreprises, il puisse y avoir des apports extérieurs. Bon, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que d'une part, on a énormément de moyens prévus dans la PAC pour la formation des agriculteurs. Il y a un système qui s'appelle AKIS, dont le seul objectif est de soutenir les agriculteurs dans la transformation. Mais je crois qu'il y a un point très important que vous avez mentionné et qui nous accompagne toujours dans le débat politique. Quelle est la vision de l'agriculture? Et on ne peut pas ignorer la vision de tous les citoyens ici. Qu'est-ce que la société attend d'un agriculteur? Est-ce qu'un agriculteur est quelqu'un qui a 10 000 hectares, qui a une productivité énorme, qui est même vert? Est-ce que c'est ça que veut la société? Ou est-ce que la société a toujours cette image que je partage? Moi, j'aime les agriculteurs petits, de montagne, de petite taille. Et ça, c'est un débat qu'on a chaque jour en Europe. Et notre solution est de dire la richesse de l'Europe, c'est la diversité. Mais effectivement, la question se pose à la distribution de fonds, parce qu'actuellement, on a une sorte de distribution de fonds qui favorise les grands. Et tous les efforts qu'on a fait dans le passé pour redistribuer les sous n'ont pas tellement marché, sauf que maintenant, dans cette réforme, on aura de la redistribution des grands petits. Peut-être pas suffisamment, mais on le fait. Mais l'autre point que je pense, et vous avez fait allusion à ça, moi je ne pense pas que les agriculteurs sont renfermés. Mais dans beaucoup de choses qu'on en fait actuellement, on surestime le temps qu'il faut pour avoir le change of social behavior, le changement de gens. On pense que d'un jour à l'autre, on devient tous digitalisés. Quand je rentre du ski, est-ce que je prends mon téléphone pour mettre le chauffage? Non, je ne le fais pas. Je suis probablement trop vieux. Il y a une question de génération. C'est-à-dire, le processus de transformation a lieu, mais c'est quand même aussi une question générationnelle. Je ne vais pas avoir un paysan de 70 ans qui va encore se mettre dans tout ça. C'est-à-dire, il ne faut pas sous-estimer le temps qu'il faut pour changer la société aussi en termes d'agriculture. Mais je pense que dans l'aspect de l'ouverture et de l'hybridation, il y a les agriculteurs, mais pas que. Le monde para-agricole. Le monde para-agricole, les coopératives ou les négoces, les entreprises, les institutions, sur la question, et là je renvoie à Jérémy, mais sur la question des données, l'ouverture des données pour anticiper, pour optimiser, ils ne sont pas d'une ouverture et d'une acceptabilité phénoménale dans leur process de production. Jérémy, est-ce que les institutionnels du monde agricole ont partagé leurs données ou ont préféré les conserver pour les valoriser eux et seulement eux? Aujourd'hui, le sujet de la donnée, ça continue à faire très peur parce que c'est un sujet qui n'est pas encore hybridé.
C'est un sujet qui n'est pas bien compris, la greffe n'a pas prise, on ne comprend pas très bien de quoi on parle, on ne voit pas les impacts et pour l'instant on ne peut pas dire que ça ait vraiment pris greffe. Alors, je pense que le problème, le sujet est plus profond que le sujet de la data. C'est ce que je décris dans le bouquin. Je pense que le sujet est un rapport au temps. Je pense que l'agriculture, depuis 70 ans, a un rapport au temps qui est assez différent de celui des autres secteurs industriels. Les autres secteurs industriels sont souvent tournés vers le futur, font des plans, font de la prospective, utilisent des données pour prendre des décisions, raisonnent de manière collaborative, évaluent les risques, modélisent les risques. Le secteur agricole, non. Pourquoi? À cause de la PAC. La PAC, politique agricole commune, a eu des vertus qui a été de favoriser la production et a eu un gros problème qui a été de, en gros, protéger l'agriculture du monde extérieur, du marché, un peu comme on protège un enfant de se cogner contre les murs. Et donc finalement, eh bien, il n'y a jamais eu besoin de se préoccuper du futur. On a toujours prêté un agriculteur comme on prêtait à un enseignant ou un fonctionnaire. Il n'y avait pas de risque, il n'y avait pas de problème. On reprenait l'exploitation de ses parents et puis ça roulait. Bon. Et donc c'est un secteur qui n'est absolument pas préparé à la prospective, qui n'est absolument pas préparé au risque, qui n'est absolument pas préparé au changement. Il n'y a aucune culture du changement, il n'y a aucune culture du futur. Quand vous regardez la façon dont raisonne un agriculteur sur les assurances, il regarde le passé et il prend les décisions d'assurance par rapport au passé, alors que c'est par rapport au futur qu'il faut prendre les décisions d'assurance. Bon, etc., etc. Des exemples comme ça, je peux en citer des tonnes. Mais cette relation au temps est compliquée. Alors, le carbone oblige l'agriculture à se positionner par rapport au futur. On ne peut pas regarder le carbone par le passé, on est obligé de s'inscrire dans des programmes de décarbonation, on est obligé de regarder le futur, on est obligé de se projeter à 5 ans. C'est tout à fait nouveau dans l'agriculture. C'est tout à fait nouveau de se projeter sur du risque à 5 ans. Et le sujet des data, pour moi, n'est pas un sujet de data, c'est un sujet de relation au futur et à la prise de décision. Aujourd'hui, la prise de décision, c'est une prise de décision qui est experte et qui se base sur du consensus d'experts. À aucun moment, pour l'instant en tout cas, on n'est pas du tout dans une approche où on se dit on va rationaliser nos prises de décision et on va les baser sur des données. Alors que c'est un saut culturel qui a été fait dans tous les autres secteurs industriels, sans exception. La santé, l'éducation, etc. Tout le monde planifie. En agriculture, on ne planifie pas. Et on a un autre élément d'hybridation, c'est l'hybridation entre la technologie et la biologie. On a du mal. Depuis la guerre, on est passé sur un système de technologie, que ce soit des technologies de matériel, des technologies de produits phytosanitaires, une cause, un effet. Et tu parlais du carbone, mais le changement climatique globalement nous amène sur des solutions agroécologiques qui sont à l'antithèse de cette dimension, une cause, un effet, qui sont des approches systémiques, qui sont des approches de régulation. On y répond par l'agriculture de précision, mais qui est la suite, l'aboutissement du paradigme ancien, qui n'est pas le paradigme nouveau. Absolument. Et on a un mal de chien intellectuellement au lâcher-prise que nécessitent les régulations naturelles. Et sur lesquelles, d'ailleurs, les données peuvent aider à simuler, enfin, à anticiper. Il nous reste 3 minutes, on est dans le Money Time. Qui souhaite prendre la parole? Sur l'innovation de l'agriculture, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce n'est pas par hasard que l'Europe est le plus performante en termes d'exportation. On a un bilan positif énorme en termes d'exportation de produits agricoles. Est-ce que c'est possible si on n'est pas innovatif? Il ne faut pas rêver quand même. C'est parce qu'on a une politique agricole innovative et performante. Ça, c'est le premier remarque. Le deuxième remarque, je viens sur le nouveau entrant. Est-ce qu'on veut de nouveaux agriculteurs? Qui sont les nouveaux agriculteurs? Est-ce qu'on veut que les grandes surfaces achètent des terres agricoles et ils font produire pour leur surface les produits? Est-ce que c'est ça que la société le veut? Ou est-ce qu'il veut avoir des agriculteurs? C'est quand même des choix sociétals et politiques qu'on doit faire dans tout ça. Ce n'est pas parce que j'ai des capitales, tout est possible. Il y a quand même la question, qu'est-ce qu'il veut la société? Quel scénario elle veut de l'agriculture? Sur les données, j'achète un tracteur comme agriculteur. Est-ce que je sais que je signe que toutes les données que le tracteur va produire sont pour le producteur du tracteur? Est-ce que c'est juste? Ou est-ce que mais c'est la réalité déjà, ça. Oui, mais d'accord, mais on est en train... John Deere, justement, comme ça, c'est important. Si je veux avoir la digitalisation de l'agriculture, je dois quand même avoir des incitations pour les agriculteurs de le faire. Si les données sont ailleurs, ils ne sont même pas au pouvoir public
qui pourrait avoir un intérêt dans ces données pour dessiner sa politique agricole, pour la faire encore plus innovative. C'est-à-dire il y a quand même des éléments qu'on doit regarder et qui sont importants du policy maker. Il y a beaucoup de choses qui viennent bottom-up, mais on a quand même aussi intérêt d'un cadre réglementaire. Oui, mais si la grande distribution, par exemple, s'intéresse à l'agriculture, il y a un certain nombre d'enseignes qui ont un service agronomique, qui font des essais, parce qu'ils considèrent que la mutation de la production, la mutation plus naturelle de la production, ne va pas assez vite par rapport à la demande du consommateur. Donc il faut aussi qu'on l'entende, hein. Oui, Il faut qu'on se secoue. ça m'intéresse d'avoir votre vision. La grande distribution achète des terres aujourd'hui. Vous avez une vision là-dessus, justement? Je crois en Allemagne, ça se passe. Je ne connais pas la situation en France. Et là, il se pose la question quand même. Vous avez dit tout à l'heure, les nouveaux entrants dans l'agriculture, les jeunes agriculteurs. Quel jeune agriculteur peut s'acheter le terrain? C'est inabordable financièrement. Est-ce qu'il faut qu'il l'achète? Hein? Est-ce qu'il faut qu'il l'achète? D'accord, mais même l'occasion est énormément chère. C'est-à-dire il y a quand même... Là, évidemment, il y a beaucoup de débats là autour, mais la question est quand même, et beaucoup d'États membres commencent à réfléchir sur cette question, est-ce que le fait que du capital, est-ce que ça suffit pour acquérir des terres agricoles? On a aussi des investissements de l'extérieur d'ailleurs dans les terres agricoles européennes. On est arrivé au terme de cette émission. J'ai une question à vous poser. Vous êtes là, j'en profite, prenez le micro, s'il vous plaît. La PAC, donc la future PAC est décidée. Il y a le contexte de l'Ukraine, hein, on connaît aujourd'hui. Est-ce que Farm to Fork est remise en cause totalement? Je crois que c'est un débat qui est très séducteur de la mener, mais je pense que la question est mal posée. Parce que je pense que les deux choses sont compatibles. On veut avoir la food security, suffisamment de nourriture. Regardez la sécheresse en Espagne et en Portugal. Elle vient d'où? Elle vient du changement du climat. Alors, est-ce qu'on n'a pas un intérêt commun d'avoir une agriculture plus verte? Parce qu'une agriculture non verte est la menace la plus grande pour notre food security. C'est-à-dire, il faut quand même regarder dans la nouvelle PAC, il y a des instruments pour renforcer la reliance, comme on dit en français, la résilience. Parce que effectivement, on a un grand débat maintenant sur la dépendance des engrais de la Russie, de la dépendance de l'Ukraine pour le feeding staff. Mais évidemment, dans la nouvelle politique agricole, on soutient le precision farming, qui mène à une situation que l'agriculteur peut utiliser moins des engrais. On a la possibilité d'avoir des protein crops pour qu'ils peuvent nourrir les bêtes. Ils ne doivent pas importer Et l'ouverture génétique, les nouvelles techniques génétiques. On peut aller vers du plus vert, mais il faut aussi avoir tous les moyens d'innovation et de science qui le permettent. Tout à fait. Et deuxième question, on parle beaucoup de stock alimentaire. Stéphane Linou, là, qui est dans le public, alerte depuis des années sur le fait qu'on n'a pas réellement intégré la stratégie de défense de stock alimentaire. Et l'Europe, est-ce que vous l'avez intégré ou c'est très récent? Mais comme je viens de dire, on a une plus d'exportation énorme pour les céréales et pour les produits animaux. Alors, on a un marché intérieur qui fonctionne. Pourquoi chacun devrait commencer à faire des stocks dans un marché intérieur où les produits circulent librement? Je comprends la tentation en termes de crise. En cas de crise, on a des Oui, stocks je de le carburant. comprends. Mais est-ce que quelqu'un manque de produits agricoles en Europe pour l'instant? Pour l'instant, mais on a manqué de masques. Mais, oui, d'accord, mais c'est justement l'avantage d'une politique commune agricole qui assure, crise ou pas crise, une revenu aux agriculteurs. Le secteur agricole était le seul où tous les agriculteurs avaient, grâce au paiement direct, un soutien indépendamment de leur production, indépendamment de leur vente. Et c'est pour ça, je pense quand même, on a une politique agricole qui assure la food security. On doit travailler sur la dépendance sur les entrants, les engrais, le animal feed. Ça, c'est quelque chose on doit travailler. Bon, en tout cas, on voit que le débat sur l'hybridation et votre livre, Gabriel Albert, nous mène à des sujets essentiels et importants. Merci Gabriel, merci Jean-Marie Serroni, merci Wolfgang d'avoir répondu très directement à toutes nos questions. Et puis merci Jérémy Vessen. Et puis
on va lire bien sûr votre livre. Et merci à vous. Il leur demande des intrants Ça agricoles. passe quoi exactement? Question financière dans un premier À temps. votre avis, derrière, pourquoi La on le situation dit pas de l'élection au président La Macron est situation assez agricole se prépare